Le premier atelier dédié aux avocats dans les enquêtes internes débute. Je reprends les mots de remerciement de Mathieu Mathieu Boissavy et remercie chacun de votre présence et de votre participation active. Je rappelle les règles du jeu. Vous êtes disposé chacun de 15 minutes pour la présentation de vos propos. Par la suite, un temps sera donné à la salle ou à ceux qui nous suivent de manière distancielle. Un temps sera dédié donc aux questions, éventuellement réponses. Et la table ronde sera clôturée par Madame la professeure Frison-Roche, qui aura 5 ou 10 minutes pour faire une synthèse de tous vos propos. Donc, je vais donner la parole, mais d'abord, je vais vous présenter Maria Lancry. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 1995, associé au sein du cabinet Square. Avant de rejoindre ce cabinet, vous avez exercé au sein de cabinets français réputés, mais également en qualité de directeur juridique et de compliance manager. Votre expertise a été reconnue par Leaders League. Vous possédez une grande expérience dans l'accompagnement de groupes cotés et de PME dans le cadre de la réalisation de projets réalisés en France et à l'étranger. Surtout, vous êtes intervenu dans de nombreuses opérations d'audit interne et dans la mise en place de programmes de compliance adaptés aux spécificités de chacun de vos clients dans différents domaines, concurrence, corruption, RGPD ou sécurité de produits. Vous avez enseigné à ESSEC et vous êtes membre du comité scientifique et intervenez au sein du diplôme universitaire éthique et compliance des affaires de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes coprésidente de la commission RSE, éthique et compliance de l'ACE. Vous avez une double formation juridique, titulaire d'un LLM de l'université de Dallas et une maîtrise de l'université de Nice. Voilà, vous allez intervenir et vous commencez sur la réception des alertes par l'avocat de la PME ou d'un groupe. Merci beaucoup, merci à tous et merci à Mathieu Boissavy qui est de l'autre côté de nous avoir tous invités pour cette conférence sur les 2 jours et merci à Madame le professeur de nous écouter aujourd'hui. Donc, comme on a perdu déjà plein de temps, qu'on est en retard parce qu'on est français, je vais vous en faire perdre un peu moins. Je vais traiter tous les sujets immédiatement puisque je suis la première intervenante. Donc, je vais vous parler du rôle de l'avocat dans l'alerte, du rôle de l'avocat dans l'enquête interne, de la déontologie des avocats, des conflits d'intérêts, de la confidentialité du secret professionnel qui s'applique ou pas, du lien de l'enquête interne avec l'enquête pénale, du guide de l'enquête AFA, du référentiel de la CNIL que la CNIL nous a soumis à titre de projet la semaine dernière, si je ne me trompe pas, et puis enfin du communiqué de l'ordre au sujet du guide des enquêtes publié par l'AFA. Donc, on peut aller déjeuner. Voilà, je vais essayer justement de ne pas parler de tout et donc on a revu ça avec certains des intervenants hier. Je vais vous parler d'abord de l'alerte. Pourquoi de l'alerte? Parce qu'il faut quand même savoir que l'alerte, c'est l'un des moyens de faire remonter des sujets à la surface et un moyen dans lequel on débute encore en France, même si la loi commence à avoir 5 ou 6 ans. Malgré tout, les taux d'alerte sont moins élevés en France que dans d'autres pays. Mais quand on regarde les statistiques dans d'autres pays anglo-saxons, évidemment, on remarque que le taux d'infos remontées est plus élevé quand on regarde les alertes que lorsque l'on fait, par exemple, des audits internes. Parce que les gens qui déposent des alertes se sentent en confiance et se sentent libres de parler et de remonter des informations que peut-être ils gardaient sur le cœur depuis plusieurs années en réalité. Donc, la conclusion sur les alertes, c'est que peut-être il faut qu'on s'améliore en France pour donner un peu plus confiance aux gens de déposer des alertes. Et peut-être que cette confiance, elle peut être donnée par l'avocat, et on va le voir pendant ma présentation dans quelques minutes. Vous savez,
en fait, comme on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là aujourd'hui, on va reprendre un petit peu l'historique. Donc, vous savez que vous avez la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et que du fait de la nécessité de la transposition de la directive lanceur d'alerte, cette loi a été modifiée le 23 mars 2022 par la loi Wasserman. Elle a été modifiée, la loi Sapin, uniquement sur les articles 6 et suivants et non pas sur la partie programme de compliance, article 17. Il faut faire attention à ce point-là. Et cette loi est venue un petit peu changer la définition du lanceur d'alerte. Elle a étendu elle a étendu le champ d'application et donc désormais peuvent être lanceurs d'alerte non seulement les membres du personnel, mais aussi les actionnaires, les associés, les membres de l'organe dirigeant, les collaborateurs extérieurs et occasionnels, ça existait déjà. Et aussi, modification majeure, les co-contractants et leurs sous-traitants. Ce qui fait que les entreprises qui avaient, par exemple, choisi de rendre public leur ligne d'alerte uniquement sur des outils internes, notamment sur l'intranet, vont devoir donner un accès depuis l'extérieur à leur outil d'alerte, que ce soit un dispositif, une plateforme ou uniquement une adresse email, mais on ne va pas s'étendre sur ces sujets-là. Une autre modification, c'est que vous avez 3 canaux d'alerte traditionnellement, à peu près dans tous les pays. En France, on avait dit que dans la loi Sapin, qu'il se succédait canal interne, canal externe, c'est-à-dire divulgation auprès des administrations et autorités judiciaires, et puis éventuellement la divulgation publique. Désormais, le lanceur d'alerte peut se dire qu'il n'a pas vraiment confiance dans ce qui peut se passer, dans le traitement de l'alerte en interne, et il peut décider de faire une divulgation externe, de faire recours au canal externe immédiatement. Ce canal externe, en France, de par la loi et le décret, il est en gros piloté par le défenseur des droits, et ensuite le décret a mis une liste d'administrations par thème qui sont susceptibles de recevoir les alertes. Donc, vous avez l'autorité de la concurrence, l'AFA, enfin un peu tout le monde qui peut recevoir des alertes. D'ailleurs, la loi vous dit que le lanceur peut porter son alerte en interne s'il considère que l'entreprise pourra remédier efficacement au sujet et que le fait de remonter cette violation ne l'exposera pas à un risque de représailles. Donc, on comprend tout de suite pourquoi il serait tenté d'aller à l'extérieur. Et tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il faut convaincre le lanceur d'alerte de rester en interne. Cette chose peut être faite effectivement par la communication de l'entreprise qui doit être peut-être approfondie par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent pour expliquer au lanceur qu'il pourra faire son enquête en toute sécurité et que son alerte sera traitée, c'est-à-dire qu'une enquête, le cas échéant, c'est-à-dire si effectivement les éléments remontés démontrent quelque chose à vérifier et que cette enquête sera suivie, que cette alerte sera suivie d'une enquête. Lorsque vous faites appel à un avocat pour recevoir les alertes et que vous, effectivement, vous rendez public le fait que vous faites appel à un avocat pour être ce que l'on appelait dans l'ancienne version le référent, vous pouvez encore plus rassurer les éventuels lanceurs d'alerte sur le fait que l'alerte sera traitée, qu'une enquête sera éventuellement engagée. Et vous allez rassurer non seulement le lanceur d'alerte, mais aussi le CSE auquel vous devez soumettre la procédure d'enquête pour information, consultation. Vous allez encore plus le rassurer. Je n'entrerai pas dans le débat du guide de l'enquête publié par l'AFA et le PNF. Vous allez le rassurer encore plus si vous choisissez, et non pas si c'est une obligation, mais si vous choisissez de lui dire l'avocat que l'on choisit pour réceptionner les alertes est un avocat auquel on ne fait pas appel pour d'autres sujets. Il fait les alertes et éventuellement uniquement les enquêtes. Je n'entre pas dans le débat que l'on verra tout à l'heure.
Et puis, c'est un gage de professionnalisme et de confidentialité, puisque vous connaissez tous les règles de déontologie attachées à notre profession. Donc ça, c'est une solution. À chaque fois, c'est une solution. C'est pas une solution, enfin, c'est pas une obligation. L'entreprise peut considérer que c'est pas la solution qui lui convient. Ça peut dépendre de sa structuration, du modèle social, de l'ambiance sociale dans l'entreprise. Donc, voilà. D'autres raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin d'un avocat pour traiter l'alerte, c'est les gentils articles du décret du 3 octobre 2023 qui vous expliquent comment 22, pardon, il y en aura un autre, c'est pour ça, pour le modifier, 2022, qui vous explique comment vous devez réceptionner l'alerte. Bon, vous pouvez réceptionner une alerte par écrit et puis une alerte orale aussi. Et donc, comme on se méfie du message oral et de sa retranscription, on vous donne tout un tas de prescriptions à respecter pour s'assurer de la fidélité de l'alerte orale. Donc, ça peut être par téléphone, mais il faut un système de messagerie vocale, vous pouvez avoir une visioconférence, mais il faut que ce soit le lanceur qui le demande, vous pouvez faire une rencontre physique, et puis vous devez surtout consigner tout cela dans un PV et mettre d'accord tout le monde sur le contenu du PV. Bon, ben, peut-être que si vous avez un tiers qui vient aider à ce formalisme, peut-être que ça rassurera aussi nos amis lanceurs d'alerte. Je vais accélérer, c'est ça? Sinon, j'ai pas. Non, c'est bon? Donc, vous verrez, enfin, vous avez sans doute vu que certaines entreprises vont charger un avocat de réceptionner les alertes, mais pas automatiquement de traiter l'enquête. Ça sera décidé ultérieurement en fonction du sujet de l'enquête, en fonction, encore une fois, de l'ambiance sociale le moment venu, et ça sera décidé ultérieurement. Moi, j'interviens pour une entreprise pour qui c'est le cas. On décide au cas par cas si l'enquête va être effectuée en interne ou pas. Et ça dépend vraiment de la sensibilité du sujet. Mais de ce fait, la procédure d'alerte vient exposer le rôle exact de l'avocat au stade de la réception de l'alerte. Bien évidemment, la loi et le décret vous rappellent qu'il faut que ce soit des personnes qui ont un positionnement, un statut, une compétence, une autorité et des moyens suffisants pour venir réceptionner l'alerte et éventuellement la traiter. Je pense que en tant qu'avocat, on remplit à peu près ces conditions-là. Je ne dis pas qu'on ne les remplit pas en entreprise, mais il peut y avoir des cas de figure où c'est nécessaire. Et puis, il faut assurer, donc, comme je vous le disais, l'intégrité et la confidentialité des informations. Je pense que dans nos cabinets, c'est une chose que l'on fait tous les jours pour l'ensemble de nos dossiers. Après, on peut décider avec l'entreprise d'adopter des règles de confidentialité renforcées, notamment si l'entreprise utilise une plateforme dédiée, sécurisée, qui remplit les règles données personnelles suffisantes pour laquelle je vois que je suis regardée par Isabelle par ici, pour laquelle un PIA a été fait en amont pour s'assurer qu'on ne vient pas apporter une atteinte excessive à la vie privée des personnes dont les données sont stockées sur la dite plateforme. Mais l'avocat peut avoir un accès, par exemple, à cette plateforme. Et de ce fait, toutes les données traitées au titre de l'alerte et peut-être de l'enquête après, seront seront conservées sur la plateforme. Maintenant, William va me dire, mais attention, si on utilise l'outil du client, est-ce que le secret professionnel peut encore s'appliquer? Oui, voilà. Mais bon, voilà, c'est des questions auxquelles il faut répondre parce que en voulant améliorer quelque chose, peut-être qu'on perd quelque chose d'autre de l'autre côté. Donc, il faut voir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que les choses soient stockées chez l'avocat et non pas sur la plateforme du client? À voir, à décider, peut-être pas de manière générale. Donc, la directive dont je vous ai parlé nous a expliqué que la directive whistleblowing, qu'il fallait que
les entreprises de plus de 50 salariés aient une ligne d'alerte. Bon, en France, c'était déjà le cas. Mais la rédaction qui a été adoptée dans la directive a fait considérer à pas mal de lecteurs, et notamment à la Commission européenne, qu'il ne pouvait s'agir que que cela voulait dire que chacune des sociétés devait avoir sa propre ligne d'alerte. Problème pour les groupes. Parce que les groupes, depuis quelques années, même avant la loi Sapin, ont commencé à construire des lignes d'alerte communes. Pour quelles raisons? Parce que c'est quand même peut-être plus efficace, qu'il y a un coût, que vous ne pouvez pas avoir des équipes qui réceptionnent les alertes dans toutes vos filiales, que si vous formez une équipe et qu'elle commence à comprendre comment traiter du sujet de la réception de l'alerte, de son analyse et puis de l'éventuelle enquête, eh ben, elle a acquis une certaine légitimité qui fait que ce n'est pas la peine d'aller demander à 50 autres sociétés du groupe de s'occuper de la réception de l'alerte. Peut-être que si vous réceptionnez l'alerte au niveau de la filiale, l'argument de la commission et des discussions qui ont eu lieu au niveau de la commission, c'était de dire ben, l'alerte, elle sera beaucoup mieux traitée au niveau de la filiale parce que le groupe, il ne va pas s'y intéresser ou le groupe va vouloir arranger les choses à sa manière, et alors que au niveau de la filiale, ben, le salarié sera rassuré parce que c'est avec les gens qu'il connaît. Bon, mais peut-être que lui, le lanceur d'alerte interne en tout cas, ou même un co-contractant, s'il remonte une info sur la petite filiale dans laquelle il travaille, c'est peut-être qu'il va mettre en cause quelqu'un au sein de cette filiale. Donc, on voit mal la raison pour laquelle on considérerait que l'alerte sera mieux traitée au niveau de la filiale. Peut-être qu'il faut remonter ce sujet au niveau du groupe. Il y a d'autres raisons qui font qu'il faudrait remonter ce sujet au niveau du groupe. C'est que il y a la responsabilité des personnes morales, dont le PNF et le tribunal de Paris nous ont parlé à l'instant. La responsabilité de la personne morale, la responsabilité au titre de l'article 17 en France du groupe de mettre en œuvre un programme de conformité et de le déployer dans l'ensemble du groupe. Et ensuite, bon, la nécessité de faire intervenir une équipe indépendante. Donc, si vous êtes un groupe assez important, vous pourrez avoir des gens que vous avez désignés pour réceptionner les alertes, qui sont assez indépendants et assez bien positionnés dans la hiérarchie de l'entreprise pour être indépendants, que ce soit de la filiale, mais aussi de la direction du groupe, pour pouvoir traiter l'alerte en toute quiétude. Alors, je sais bien que ça n'arrive pas tous les jours. Je ne suis pas en train d'idéaliser le fonctionnement du groupe de société. Je dis que je ne suis pas certaine non plus qu'au niveau de la filiale, tout puisse être traité correctement tout le temps. Peut-être qu'on aurait dû laisser un peu plus de flexibilité aux entreprises. Alors, le décret français qui suit les recommandations de la Commission est venu réintroduire un peu de flexibilité en nous disant que si vous arrivez à convaincre le lanceur d'alerte, vous pouvez remonter l'alerte au niveau du groupe. Bon, donc, ça veut dire qu'il faut engager un dialogue avec le lanceur pour lui dire, au fait, ça serait bien si tu voulais bien qu'on remonte et en redonnant les arguments que je viens de vous donner. Là encore, je me dis que quelqu'un d'indépendant en entreprise, c'est bien, peut-être quelqu'un de plus indépendant comme l'avocat, pour venir convaincre le lanceur qu'il faut remonter d'un cran, ça peut avoir son utilité. Je ne dis pas encore une fois que le reste ne fonctionne pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Un dernier point que je voudrais traiter, là je vous ai parlé essentiellement de la procédure d'alerte. Une faiblesse qu'on avait ressentie dans les textes de 2016, c'est que ça ne nous parlait que de l'alerte et ça ne parlait pas du traitement de l'alerte. Maintenant, le texte est venu dire en filigrane dans la directive, la loi et le décret, il faut parler de l'alerte et de son traitement. Et donc, il faut faire une procédure qui couvre l'ensemble, alerte et traitement. La CNIL, elle ne nous parle pas de traitement, elle nous parle de l'instruction de l'alerte.
On s'est posé la question avec Bénédicte, au fond, il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire que l'instruction de l'alerte pour la CNIL, ça serait bien qu'ils adoptent tous le même vocabulaire, comme ça on sera d'accord, on comprendra exactement de quoi on parle. Alors là, je vous pose des questions auxquelles les autres intervenants de notre table ronde vont sans doute répondre tout à l'heure. Est-ce que vous faites une seule procédure d'alerte et de traitement, ou d'enquête interne, comme on va le dire? Est-ce que vous traitez de la question de l'accès à la documentation et donc des données personnelles et éventuellement un peu de droit social dans la procédure d'alerte, dans la procédure d'enquête ou éventuellement dans un document plus général qui est la charte informatique, dans laquelle c'est déjà traité? Quels sont les documents que vous allez présenter au CSE pour vous assurer de leur opposabilité? La charte informatique, certainement, la procédure d'alerte, certainement. La procédure d'enquête, peut-être pas, ça dépendra de ce que vous aurez mis dans les deux autres supports. Et pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il faut sanctuariser la procédure d'enquête interne? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin souvent de la faire évoluer, parce que la pratique de l'enquête au sein de l'entreprise, du groupe, va évoluer avec la maturité de l'entreprise, avec les soucis qu'elle a rencontrés sur les enquêtes précédentes. Elle va se dire, ah ben ça, je ne l'avais pas bien envisagé au début, donc j'ai envie de faire évoluer le document. Et en tout état de cause, si vous décidez que la procédure d'enquête doit être passée devant le CSE compte tenu de votre stratégie procédurale, je vais appeler ça comme ça, et puis compte tenu de la pratique que vous avez de passer ou pas les procédures devant le CSE, peut-être que vous allez passer une procédure light pour ne pas vous bloquer démesurément dans le futur pour des cas de figure que vous n'auriez pas envisagés. En revanche, vous aurez sans doute mis au point un guide de l'enquêteur interne à diffuser à vos avocats éventuellement, et à faire relire par vos avocats aussi, pour que dans ce document, vous puissiez faire évoluer votre pratique et puis vous améliorer au fil des enquêtes. Mais il est vrai que si vous voulez pouvoir enquêter, accéder aux documents immédiatement quand vous démarrez l'enquête, il faut que les modalités d'accès aux documents aient été révélées aux représentants du personnel, parce que sinon, vous serez obligé d'aller le faire au début de l'enquête. Et si vous le faites au début de l'enquête, eh ben, la préservation des informations peut être un peu compromise. J'ai promis que je m'arrêtais sur ce point-là, c'est ça, hein, William? Donc, je m'arrête. Et aussi, un point que je pense Olivier Catherine va couvrir, c'est que là, on vous parle de la France. Mais n'oubliez pas qu'un groupe, ce n'est pas dans la France uniquement, ce n'est pas en France uniquement, c'est dans d'autres pays. En Europe, vous allez me dire, ben, ça va, il y a la directive whistleblowing, mais ça n'est qu'une directive et non pas un règlement. Et ensuite, il y a d'autres pays à l'extérieur de l'Europe. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maria Lancry. Alors, moi, je retiens l'avocat avec un point d'interrogation, peut-être quatrième canal de réception des alertes. Voilà, je vais donner la parole, mais d'abord présenter Olivier Catherine. Alors, Olivier Catherine, vous êtes secrétaire général et membre du comité exécutif de Sonepar, qui est un leader mondial de la distribution de matériel électrique auprès des professionnels, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 23 milliards. 32 maintenant. 32, voilà, parce que moi j'avais les chiffres de 2020, donc 32 milliards donc en 2022, certainement, et donc qui emploie plus de 44 000 collaborateurs. Vous avez débuté votre carrière au sein du cabinet d'avocats Sullivan et Cromwell à New York et Paris, avant de rejoindre Gaz de France en tant que juriste senior, puis Bureau Veritas, où vous avez occupé différents postes dans les domaines du droit, de la conformité et de la gestion des risques au siège, ensuite dans la division service au gouvernement et dans la zone Moyen-Orient, Inde, Russie et Afrique. Vous êtes un ancien élève de l'ENS Cachan et agrégé d'économie et de gestion. Vous êtes titulaire d'un DEA de droit des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et aussi vous avez une formation juridique bilingue puisque vous êtes titulaire d'un LLM de l'Université de Virginie.
Vous avez été par ailleurs auditeur de la 73e session de l'IHEDN, donc en 2020-2021. Voilà. Actuellement, et depuis décembre 2022, vous êtes administrateur de l'Association française des juristes d'entreprise et vous allez évoquer aujourd'hui la pratique du juriste d'entreprise dans les enquêtes internes. Merci beaucoup, ça sera mieux avec le micro. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Et donc effectivement, je représente aujourd'hui l'Association française des juristes d'entreprise, donc l'AFJE, et donc Jean-Philippe Gilles, son président, vous prie d'excuser son absence, et donc je suis ravi et je vais essayer d'être à la hauteur de Jean-Philippe Gilles. Donc effectivement, et pour faire peut-être reprendre sur la transition que m'offrait Maria Lancry, je vais donner une perspective évidemment de praticien en entreprise, donc, et surtout axé sur des grands groupes, hein, puisque vous avez vu que c'était plutôt ma ligne de carrière, donc des grands groupes internationaux. Donc effectivement, et de grands groupes français avec une présence internationale. Donc le droit français va évidemment avoir un rôle important. Néanmoins, en tant que juriste dans ces groupes internationaux, on va devoir prendre aussi d'autres considérations, et notamment d'autres droits et d'autres, je dirais, d'autres facteurs. Et justement, en parlant des facteurs, je réfléchissais pour préparer un peu cette intervention. Le juriste d'entreprise, finalement, va devoir naviguer entre plusieurs écueils, ou en tout cas facteurs, parmi lesquels, bien entendu, assurer autant que possible le respect des lois, des règlements applicables, des jurisprudences aussi, que ce soit donc en France ou à l'international quand l'international est concerné. On va aussi avoir à cœur de faire appliquer le code de conduite, les procédures internes, puisqu'on peut aller sur certains points parfois plus loin qu'un certain nombre de lois locales, et aussi plus largement les valeurs du groupe que l'on représente. Ça, c'est le premier facteur à évidemment prendre en compte. Le deuxième, qui est aussi capital, c'est la protection de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que même quand on parle de compliance, en l'espèce aujourd'hui plutôt même un peu de droit pénal des affaires, d'enquête interne, on a, nous, juristes d'entreprise, une boussole, à mon sens, c'est celle de l'intérêt social. Hein, c'était une notion que dans mes études des années 90 déjà, qui était très prégnante. On en entend un petit peu moins parler. Néanmoins, pour moi, elle est très importante. Donc, qu'est-ce qui permet à la fois de prendre en compte ce premier facteur, mais également de protéger l'entreprise, protéger sa réputation, ses actifs, son siège, notamment quand il est en France. On doit aussi protéger le siège des entreprises françaises et le cas échéant, évidemment, ses dirigeants, dès lors, évidemment, qu'ils ne sont pas impliqués dans des problèmes de probité eux-mêmes. Un troisième facteur, c'est celui aussi du principe de réalité, je le qualifierais ainsi, c'est la continuité, pas du service public, mais du service privé en l'espèce, hein, comme on dit dans la marine, la permanence à la mer, c'est qu'on doit aussi faire en sorte que le business puisse continuer, que l'activité puisse se poursuivre, nonobstant des enquêtes internes qui peuvent être assez déstabilisantes pour les salariés, pour un certain nombre d'entités, de business units. Donc, on a aussi cette préoccupation très, très concrète à prendre en compte. Et peut-être un quatrième facteur qui est aussi peut-être plus difficile à appréhender, c'est celui de la confiance. On doit aussi être un agent, un vecteur de confiance, non seulement à l'entreprise, auprès des organes de gouvernance, évidemment, parce que notamment les boards, les comités d'audit sont très intéressés par les questions de compliance, et notamment par les enquêtes internes, les remontées qu'on a à travers les lignes d'alerte, la confiance de la direction générale, la confiance aussi et peut-être surtout des salariés. Et Maria précisait aussi, il faut diffuser, communiquer sur les lignes d'alerte. Il est important de rassurer sur la façon dont on va traiter des alertes qui sont remontées, parce que l'essentiel des alertes quand même viennent des salariés. Et plus largement des parties prenantes, la confiance de nos clients, de nos fournisseurs, le cas échéant des autorités de tutelle. Donc beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais encore une fois, une boussole pour moi importante, c'est l'intérêt social. Si je prends maintenant la chronologie de l'enquête interne telle qu'on la voit et telle qu'on la pratique en entreprise, il y a, je dirais, d'abord la partie amont. Donc effectivement, pour pouvoir traiter des alertes, encore faut-il avoir déjà un dispositif. Donc un programme de conformité, évidemment, et un des piliers d'un programme de conformité, c'est effectivement la ligne d'alerte que Maria a évoquée. Et donc, dans les grands groupes internationaux,
et même dans des groupes plus petits. Maintenant, on a effectivement des lignes d'alerte. Dans les grands groupes, elles sont systématiquement, effectivement, externalisées. Et nous, ce qui est important, c'est qu'elles puissent fonctionner 7 jours sur 7, 24/24. 7 jours sur 7, c'est important parce que la notion de week-end, de vacances, etc., de congés religieux va différer beaucoup selon une zone géographique et une autre. Et quand on parle de confiance et de permanence, c'est très important qu'il y ait un point de contact permanent pour les lanceurs d'alerte. L'avantage de l'externaliser, c'est que ça permet de garantir aussi les questions de traduction, les questions je dirais, de remonter aussi vers nous la direction juridique, la direction conformité, et ça permet aussi, ce qui est très important, de garantir l'anonymat. Et justement, il y a quelques jours, on est dans les cycles en entreprise de comité d'audit, de conseil d'administration et d'assemblée générale. On remarque un nombre important, moi c'est à peu près 40% des alertes qui sont anonymes. Donc quand on a eu ce débat il y a quelques temps sur faut-il traiter, prendre en compte de façon similaire les alertes anonymes, moi ma réponse est oui. Pour moi, peu importe que ce soit monsieur ou madame Duchemol ou X ou Y, l'important c'est d'avoir la remontée, c'est de pouvoir les traiter et si l'alerte est confirmée, évidemment de traiter le problème parce que c'est comme ça qu'on fait gagner en compliance et gagner en maturité l'organisation. Procédure de ligne d'alerte, on parle d'outils, il faut qu'il y ait une procédure, donc effectivement, elle doit être écrite, elle doit être communiquée, et attention, on s'adresse, moi je suis dans un groupe effectivement de 44 000 personnes, c'est un groupe de distribution, tout le monde n'est pas Bac+5 ou docteur en droit, clairement. Donc vous avez des gens dans des agences, vous avez des gens dans chez nous, distributeurs dans des entrepôts, formation CAP, Bac Pro, on ne va pas pouvoir écrire 30 pages avec des notes de bas de page et du jargon. Donc, il faut que ça soit simple, compréhensible. Et ce qui est très important, c'est que ça soit traduit en plusieurs langues. La procédure d'enquête, je suis plus réservé. Je sais que peut-être qu'il y aura un débat parce que dans un groupe international, et même si on regarde que la France, en réalité, chaque cas est différent. Ce qui est très important, c'est que chaque alerte va susciter des problématiques, va faire appel à des expertises différentes. Donc, le one size fits all, encore plus à l'international, ne va pas forcément fonctionner. Donc, on peut donner les grandes lignes. Pour moi, les grandes lignes, c'est de toute façon, c'est la confidentialité, l'absence de représailles, le traitement diligent, la présomption d'innocence. Et on parle beaucoup de lanceurs d'alerte. On parle en réalité très peu, et même pas du tout, des personnes qui sont mises en cause par ces alertes. Et on oublie que dans tous les groupes, et je discute évidemment avec mes pairs, l'immense majorité des alertes après enquête n'est pas avérée. Or, vous avez des enquêtes internes qui sont extrêmement intrusives. On collecte les boîtes email quand même des personnels concernés. On a accès à tous leurs fichiers. On va les convoquer à des entretiens, leur poser des questions. Ils voient tout d'un coup débarquer des gens du siège local ou du siège tout court, des avocats, des spécialistes en compta, en informatique, etc. C'est extrêmement perturbant. C'est pour ça que j'insistais sur la continuité. Mais n'oublions pas que l'immense majorité des alertes ne sont pas avérées. Donc, on a aujourd'hui un culte, le nouveau mantra des lanceurs d'alerte, très bien. Mais n'oublions pas qu'il y a des personnes qui sont mises en cause, qui à la fin vont être dans l'essentiel des cas mises hors de cause. Néanmoins, même si on essaie de garantir la confidentialité, on aura quand même porté atteinte à leur, je dirais, à leur réputation peut-être et à leur système de valeurs. Donc, il faut être aussi vigilant sur ces points. Et donc, le droit du travail prend une importance de plus en plus importante dans ces gestions des alertes. Et donc, c'est là aussi où le rôle de l'avocat est très important. Il y a l'avocat, je dirais, compliance pénal des affaires. Et je constate de plus en plus l'importance aussi d'avoir la compétence en droit social, notamment parce que, quand j'arriverai à la partie aval, il faut aussi traiter les entretiens. Est-ce que c'est un entretien disciplinaire en vue d'une sanction ou pas? Donc, et chaque système juridique, a fortiori peut-être en droit du travail, va être différent. Une fois qu'on a reçu l'alerte, donc on a l'outil, on a la procédure, ou en tout cas un certain nombre de process qui doivent être bien rodés. On a aussi une gouvernance. Donc nous, ce qui est important, c'est que toutes les alertes qui remontent dans la ligne d'alerte sont remontées, en l'espèce, nous, à la direction, donc à la directrice juridique et compliance du groupe, qui ne va pas évidemment elle-même investiguer tous les cas. En réalité, elle va investiguer elle-même peu de cas, les plus sensibles.
généralement, mais on a un principe de subsidiarité. Surtout, elle va allouer le cas aux juristes, aux compliance officers du pays, de la région, de la business unit considérée, et s'assurer que cette personne va elle-même conduire l'alerte. Ce qui nous amène à la constitution de l'équipe. Parce que de toute façon, il faut que nous, juristes d'entreprise, ayons l'humilité de reconnaître qu'on ne va pas pouvoir être compétent sur tous les domaines. Quand vous avez une alerte qui porte sur des problématiques fiscales, comptables, évidemment, vous allez avoir recours, le cas échéant, à des avocats spécialisés, mais éventuellement à un Big Four. Moi, je travaille beaucoup aussi avec l'audit interne. C'est très important parce qu'eux-mêmes ont ces connaissances, je dirais, précises, techniques. Donc, on a une équipe d'alerte qui va être constituée, interne et effectivement très souvent externe, et le rôle de l'avocat est prépondérant, mais on peut avoir aussi des équipes forensiques, et on en a un représentant ici. On va avoir besoin de faire appel à un panel de compétences, ce qui fait que quand on reçoit l'alerte, c'est aussi pour ça que moi je tiens à ce qu'elle soit remontée, on va déjà se faire une première opinion. Quelle est la thématique? Est-ce que c'est un pays ou des personnes mises en cause qui ont déjà soulevé un intérêt de la part de nos services à nous juridiques, de l'audit interne, du contrôle interne? Donc on va déjà rassembler un certain nombre de documents de base, et puis aussi on va mettre en place un accord de confidentialité, un engagement de confidentialité interne systématique pour toutes les alertes, pour toutes les personnes qui vont être amenées à investiguer. Donc ça, c'est très important. Et ça m'amène aussi à un autre sujet, qui est donc la préservation de la confidentialité en interne, effectivement, qui est capitale, mais aussi en externe. Et donc se pose évidemment la grande question de la protection des avis juridiques, de tout le secret des correspondances, quels échanges on va avoir, comment, parce que l'écrit, on est un petit peu un village gaulois en France, donc on a de grandes difficultés à traiter des cas sensibles. Donc on va faire appel aux avocats pour bénéficier de ce secret des correspondances, puisque aujourd'hui les avis juridiques des juristes d'entreprise ont une valeur très, très relative. Néanmoins, j'ai aussi des éléments d'alerte, parce que même le secret, et je suis donc avocat au barreau de Paris omis du tableau, mais on a un secret des avis, de secret des correspondances avocat-client qui est quand même si ça s'améliore, encore fragile en France. Donc aujourd'hui, on doit faire de la gymnastique. On doit faire une sorte de cuisine, de tambouille, pardonnez-moi l'expression, pour ne pas ajouter un problème à un problème déjà existant. Parce que quand on lance une investigation, au début, souvent, oh là là, surtout je vois les jeunes juristes, c'est grave, il y a des choses catastrophiques, mais en fait, on ne sait pas. Même des allégations qui paraissent très circonstanciées peuvent mener à rien. Mais par contre, elles peuvent mener parfois à des choses, et nous, notre devoir, c'est de d'abord prévenir, traiter, résoudre les problèmes, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on ne veut pas ajouter un autre problème, réputationnel, un problème pénal, etc. Un problème. Nous, notre but, c'est d'arrêter les pratiques, s'assurer qu'on soit compliant. Nous ne sommes pas, juristes d'entreprise, des auxiliaires de justice, nous ne sommes pas des sortes de para-procureurs. Donc ça, c'est très important. La restitution de l'enquête interne, donc il y a la question des PV d'entretien, les rapports qui nous sont remontés, les échanges avec l'équipe. Aujourd'hui, je le disais, c'est très compliqué, on fait beaucoup d'oral. Malheureusement, on doit se reposer beaucoup sur nos juristes de filiales, nos juristes étrangers qui, eux, ont généralement, la plupart du temps, une certaine protection. Les avocats aussi étrangers ont parfois une plus grande protection, et donc on fait attention quand il y a des choses sensibles. Je parle sans phare. On évite les remontées maintenant par email, on évite les écrits, et si c'est des écrits, on utilise des porteurs, on fait du Teams affiché à l'écran. Je veux dire, c'est ça la réalité, aujourd'hui, des enquêtes internes en entreprise. Et donc là, il y a vraiment, et je sais que on est tous sensibilisés à ces questions, mais il est important, on parle beaucoup de l'avis des juristes d'entreprise, que je porte évidemment aux côtés de la FJE, mais je vois aussi quand même une faiblesse dans le secret des correspondances avocats-clients. Quand vous avez une enquête pénale en France, on vous prend les correspondances avocats-clients, on vous prend vos rapports d'audit interne, alors que vous avez voulu bien faire. Et donc, en matière de compliance en France, comme je le dis tout le temps à mes équipes, attention, le mieux est l'ennemi du bien, c'est triste, mais c'est comme ça. Une fois qu'on a fait l'enquête,
très important. Il y a le format du rapport, donc c'est très important pour moi. C'est pour ça que la procédure d'enquête elle-même, j'ai quelques réserves. Mais par contre, il est très important de documenter la genèse, je veux dire, le point d'origine de l'enquête. Donc, j'ai une lanceur d'alerte éventuelle, mais ce n'est pas que ça la source. Hein. On peut aussi détecter nous-mêmes des problématiques. La façon dont l'enquête a été menée, l'équipe d'audit, d'investigation qui a été mise en place, interne, externe, les précautions qui ont été prises, les diligences qui ont été accomplies. Il y a des entretiens, mais je disais, il y a des saisies de boîtes mail, il y a de l'IT forensique, du forensique comptable, etc. Donc, toutes les mesures qui ont été prises, les findings, hein, donc les conclusions de l'enquête, et aussi un point qui est peut-être le plus important pour moi, c'est mesures d'action corrective et préventive, si tant est évidemment que les faits soient avérés. Donc, mesures d'action corrective, on a un peu aussi, hein, on est très centré auprès de certaines autorités en France sur les sanctions disciplinaires, les licenciements. En réalité, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord arrêter les pratiques, résilier un certain nombre de contrats, mettre un certain nombre de choses d'équerre. Les mesures disciplinaires, bien sûr, on en applique, mais il y a aussi d'autres façons parfois de résoudre le problème. C'est les gens d'abord souvent démissionnent par eux-mêmes, ce qui est finalement une bonne porte de sortie, ou des départs anticipés à la retraite. Et puis il y a des sanctions plus informelles, ne pas avoir de promotion, ne pas avoir d'augmentation, on joue sur des actions gratuites, etc. Donc c'est aussi ça la réalité. Et aussi les mesures d'action préventive qui sont peut-être tout aussi importantes. C'est faire en sorte pour nous, en tant que juristes entreprises, que les faits, quand ils ont été avérés, d'abord soient arrêtés, mais ne soient plus reproduits, non seulement dans l'entité concernée, mais également plus largement au sein du groupe, ou en tout cas de la business unit. Donc ça, c'est un élément très important. Vient ensuite la question qui se pose d'une plainte. D'abord, ça peut être au civil. Quand il y a eu un préjudice subi par l'entreprise, on essaye de récupérer nos fonds, ou en tout cas une partie, souvent difficile. Une plainte au pénal, effectivement, c'est quelque chose qu'on pratique, mais c'est une question d'opportunité et c'est très important. Il n'y a pas d'obligation de porter plainte. On sait que certains voudraient aller vers cela, mais je pense que là, on a un intérêt bien compris, avocats et praticiens d'entreprise. La plainte au pénal n'est absolument pas obligatoire à partir du moment où, encore une fois, les faits, lorsqu'ils ont été confirmés, ont été stoppés. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je voulais apporter cet élément, Parfait, ces éclairages très pratiques. Merci. Merci beaucoup, Olivier Catherine, de ces retours d'expérience dont on retient finalement le nécessaire doigté qu'il faut avoir, tant lors de l'accueil finalement de cette alerte que la définition de cette gouvernance d'enquête, puisqu'il suppose effectivement des compétences, le recours et des recours. Et surtout la poursuite de la permanence et la préservation de l'intérêt social et de l'intérêt individuel des personnes éventuellement visées dans une alerte. Merci beaucoup, c'était très clair. Nous allons donner la parole à notre troisième intervenant, William Feuger. Alors, William, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2002, spécialiste en droit pénal, président d'honneur de la CE, ancien membre du Conseil de l'Ordre, ancien membre du bureau du Conseil national des barreaux, délégué à l'intelligence économique et président de la fondation de la commission droit et entreprise du CNB. Vous êtes ancien vice-président du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, le CMAP, ancien chargé d'enseignement auprès de l'Université en droit pénal des affaires. Vous êtes co-auteur d'articles et surtout d'ouvrages juridiques, notamment d'un livre intitulé « Mener une enquête interne » édité aux éditions législatives. Et vous êtes aussi co-auteur du Code Dalloz, la compliance. Enfin, en plus de votre cabinet, actuellement, vous êtes responsable de la commission ouverte Compliance et éthique des affaires du barreau de Paris et vous êtes responsable de la commission de droit pénal économique et financier, toujours au barreau de Paris. Vous êtes expert en prévention du blanchiment auprès du CCBE et vous êtes fondateur de la LegalTech ethicorp.org. Voilà. Vous allez intervenir sur la pratique de l'avocat dans les enquêtes internes en mettant l'accent effectivement sur l'intérêt d'avoir un avocat et comment l'avocat gère le projet d'enquête. La parole est pour vous. Merci, je ne m'attendais pas au CV en version longue. Alors oui, je vais intervenir sur l'enquête. On m'a demandé avec Dorothée, on doit vous parler de la pratique. Alors dans ce premier exposé, dans ce premier atelier,
pratiques à 15 minutes chacun qu'on va essayer de vous synthétiser. Et puis, évidemment, vous allez avoir des éléments qui vont être très détaillés dans les autres tables rondes, dans les autres ateliers sur la déontologie, sur la matière sociale très importante en matière d'enquête interne qui va être cet après-midi. Moi, j'interviens pour des enquêtes internes pour des entreprises de toute taille, aussi bien des groupes du CAC 40, des ETI que des PME. Et je ne pourrais pas vous donner une description détaillée de toutes les façons dont on peut faire une enquête, et ce que disait Olivier tout à l'heure, et ce que disait Maria aussi sur la rédaction d'une procédure d'enquête. En matière de compliance, je suis favorable à ce que les droits fondamentaux soient rappelés, qu'ils soient clarifiés. Je pense que c'est très rassurant aussi pour des salariés, c'est moins déstabilisant en tout cas quand il y a une procédure d'enquête qui est dispensée, qui est communiquée, parce qu'ils savent que ça peut arriver. Donc le jour où il y en a une et qu'on les contacte, ils sont moins surpris. Mais trop écrire est aussi dangereux parce qu'on agit dans le respect des grands principes, on agit aussi au cas par cas. Donc je vais plus vous donner des éléments, de questions à se poser pour éviter les principaux écueils, les principales erreurs. Un mot sur d'abord le type d'enquête qu'on peut mener. On vous a parlé des alertes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la plupart des enquêtes, un grand nombre d'enquêtes, sont la suite d'alertes. Et ça va avoir un impact à la fois sur la méthodologie qui va être suivie, des règles particulières. On vous a parlé de la confidentialité, avec un délit de violation de confidentialité en matière d'alerte qui va se poser de manière spécifique sur les enquêtes. Il faudra respecter aussi cette obligation de manière particulière. Vous avez des règles en matière de RGPD qui sont différentes. Donc, quand on va construire le projet enquête et quand on va travailler là-dessus, il faudra avoir ça à l'esprit. Deuxième élément, 80% des alertes, ce sont des sujets de RH. En pratique, c'est ça la réalité. Des harcèlements, des discriminations. Et donc, vous avez une proportion à peu près équivalente d'enquêtes qui vont toucher ces sujets-là. On parle de Sapin 2, on parle de corruption en permanence pour Sapin 2. D'abord, le droit des alertes dans Sapin 2 n'est pas du tout limité, loin s'en faut, à la corruption. Mais la réalité pratique, c'est surtout pas la corruption principalement, c'est minoritaire. Moi, j'interviens sur des sujets de harcèlement, de discrimination, au cas les plus tragiques, de suicide de salariés, de burn-out, de corruption aussi, de favoritisme. Mais c'est quand même principalement des questions de ressources humaines. Alors, pourquoi l'avocat? Je ne vais pas vous parler de la déontologie, parce que ça va être traité plus tard. Mais pourquoi on fait appel à un avocat? Après tout, on a les compétences en interne. On a des compétences juridiques, des compétences opérationnelles, des compétences en matière d'analyse, d'audit, qui sont les plus élevées dans l'entreprise. La première raison, je pense, de l'utilisation d'un avocat, du recours à un avocat, c'est qu'on a une expérience qui peut être plus variée des situations. Et de par nos dossiers, de la variété de nos clients, et que ce regard-là est utile. Et c'est un peu le même sujet, pourquoi prendre un avocat pour faire une consultation, intervenir dans un dossier, alors que le département juridique a toutes ses compétences et même en général plus capé, plus diplômé que la plupart de notre profession. Deuxième élément, nous avons la maîtrise, la connaissance de la méthodologie de l'enquête, qui est quand même, alors je reprendrai le titre de Madame le professeur Marianne Frézeroche qu'on évoquait tout à l'heure sur la juridictionnalisation, je crois que c'était l'intitulé. Il y a un encadrement de plus en plus fort. On ne parle pas aussi assez à mon goût. J'avais fait un article chez je crois, LexisNexis sur la protection des enquêteurs. Externaliser à un avocat, c'est aussi un moyen de protéger les équipes internes. Il n'est pas toujours facile pour un référent, notamment référent local, référent éthique, juriste, d'enquêter sur des pratiques locales. Alors, quelquefois, on essaie de changer, de remonter au niveau du groupe, mais tout de même, c'est délicat quand ça peut mettre en cause le management local et que le management local va avoir un impact sur l'avancement des personnes concernées, où il peut y avoir des questions de sécurité réelle. Donc, l'externalisation d'un avocat peut jouer là-dessus. Alors, l'indépendance, l'impartialité, de qui suis de l'avocat et qui me paye? C'est quand même l'entreprise qui me paye. Et donc, l'indépendance, par rapport aux personnes que je vais rencontrer, elle peut être délicate à justifier. On a des personnes qu'on auditionne qui disent « Ah, c'est très bien, vous me dites que vous êtes indépendant, mais enfin, quand même, vous êtes payé par l'entreprise. Donc, vous allez faire un rapport qui est destiné à donner raison à l'entreprise alors que je me plains du comportement que j'ai subi. » Et donc, cette indépendance, et je veux insister là-dessus, elle est dans notre déontologie, on en reparlera, elle est dans notre serment. Elle doit se démontrer à tout instant par la manière dont on agit. Ça fait penser un peu au rôle qu'on peut avoir en matière de médiation. Chaque mot, chaque attitude a son importance.
Un mot mal placé, une question mal formulée donne l'impression qu'on n'est pas impartial, qu'on n'est pas indépendant et que tout est biaisé. Et il faut dire et redire que l'intérêt de l'entreprise, et c'est ça ma mission qui m'est confiée, c'est de savoir la vérité. Il n'y a aucun intérêt à lancer une enquête interne si c'est pour ne pas dire les choses. Après, on verra comment on les dit, comment on les écrit. Mais l'intérêt de l'entreprise, c'est de savoir pour résoudre. Comme, sinon, on enterre les choses, mais on met en danger l'entreprise. Et donc, sécuriser un salarié, mettre fin aux manquements qu'il a pu subir, c'est protéger l'entreprise dans son ensemble, l'ensemble des équipes. C'est fondamental. Donc, en réalité, c'est substantiel avec la mission d'enquête interne, cette indépendance. Je ne peux pas, on ne me donne jamais d'objectif, de conclusion. Voilà, on me dit, dites-nous. Après, il faudra arriver à convaincre quelquefois que ce qu'on a dit est exact. Et je vais revenir là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on travaille? On travaille dans de la gestion de projet. C'est un projet de longue ampleur. Alors, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques années pour des cas extrêmement complexes. Si on prend l'exemple qui avait été évoqué, je crois, d'Airbus, mais qui a donné lieu à une CGIP très intéressante, il y a eu des années d'enquête et d'interrogation sur les fonctionnements internes. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça s'organise. Qui va travailler? Avec qui on travaille? Comment? Comment on va échanger? Comment on va échanger sur les pièces? Ça a pu être évoqué. Vous avez des cas dans lesquels le cadre d'intervention fait qu'on n'est pas le seul enquêteur. Alors, on peut enquêter, j'ai enquêté en binôme avec des juristes d'entreprise. Alors, attention, qui prend des notes? Quelle est la valeur des notes? J'aurais tendance à dire que le juriste va éviter de prendre des notes parce qu'elles ne sont pour le coup pas sécurisées. Et dans des cas sensibles, il faut éviter qu'on puisse y accéder. Je ne dis pas que pour cacher des choses, ce n'est pas l'objectif. Et c'est pour laisser le temps à l'entreprise de développer une stratégie judiciaire au lieu de se dénuder face aux autorités et de se retrouver dans une sorte de contournement du droit au silence et de ses droits à la défense. On a des cas où on intervient en binôme. Alors, vous en parlez peut-être cet après-midi, mais je cite l'article L2312-59 du Code du travail. Lorsqu'un membre du CSE saisit l'employeur d'un manquement, l'employeur mène l'enquête avec le membre du CSE qui l'a saisi. Alors, soit on mène l'enquête en binôme, ce qui est intéressant à la fois intellectuellement et humainement, ce qui m'arrive régulièrement, soit les deux se disent ça risque d'être compliqué de faire un rapport final, on se met d'accord et on désigne employeur et CSE un enquêteur unique qui va agir pour les deux, mais normalement c'est une enquête à deux. Autre question, quelle va être ma mission? Ma mission, c'est d'abord de quel fait je suis saisi. Il faut une lettre de mission, elle n'a pas besoin d'être détaillée sur 5 pages, mais il faut qu'on sache, ne serait-ce que pour s'y référer soi-même, de quel fait je suis saisi. Si j'en découvre en cours de route, est-ce que je continue, oui ou non? Je ne suis pas saisi de ça. Je suis saisi d'un problème de harcèlement et finalement, je découvre que c'est parce que la personne avait signalé un cas de corruption. Je ne vais pas enquêter sur la corruption, je suis saisi pour le harcèlement. J'en réfère à mon client et on voit si je continue sur l'ensemble ou si un autre va être missionné sur l'aspect corruption. Ma question qui m'est posée, c'est est-ce que les faits sont caractérisés? Quelle en est l'ampleur? Quelles en sont les responsabilités? Et quelles mesures de remédiation on va pouvoir prendre? Alors, je vais peut-être en préconiser certaines. Pour d'autres, ça sera l'objet d'une réflexion qui sera, par exemple, par l'entreprise elle-même, par un comité, par son conseil habituel, qui peut ne pas être l'enquêteur. Il peut y avoir un autre conseil qui va, au vu de ce que j'aurais découvert, faire des propositions de mesures de remédiation. Mais il faut le savoir et il faut que ce soit éventuellement dans le rapport. Alors, quels documents on va obtenir? On regarde des organigrammes, des éléments comptables. Est-ce qu'il faut sécuriser des preuves? Je vais vite, mais ce sont des questions, j'ai peu de temps, et puis ce sont des questions qui sont importantes. Uriel en parlera, je pense, sur la sécurisation de l'obtention des preuves. Et alors ensuite, qui entendre? Moi, j'aime bien commencer par une personne qui va être, idéalement, la victime alléguée. Ça me permet, s'il y a une victime de déclarer, ça me permet d'avoir une vision un peu complète des éléments qui sont reprochés. S'il y en a plusieurs, j'ai le cas d'une enquête que j'ai en cours où toute une direction se plaint de harcèlement et j'ai 30 victimes. J'ai vu avec, je suis en binôme avec un élu du personnel, on va commencer par plutôt telle personne qui aura une vision un peu carrée et donner un bon tableau d'ensemble et puis on verra ensuite avec les autres pour petit à petit.
J'essaie de voir rapidement la personne mise en cause. Je n'aime pas l'idée que j'ai pu voir, moi, dans ma pratique d'avocat en droit pénal, d'un dossier d'enquête préliminaire qui se nourrit et on découvre au moment où on est renvoyé, enfin, c'est poursuivi devant un tribunal, on découvre l'ampleur de l'enquête. Moi, j'aime bien que ça se fasse dans un vrai contradictoire. Donc, on voit assez rapidement, mais évidemment, on va entendre d'autres personnes, on aura d'autres pièces par la suite, d'autres témoins, donc je réentendrai la personne mise en cause pour pouvoir compléter ces déclarations. Sur qui entendre, je vais reprendre un terme que j'utilise qui est plutôt en matière de données personnelles, le terme de minimisation. Je ne veux pas entendre trop de personnes. Parce que entendre 50 personnes alors qu'on a compris et qu'on a une vision complète au bout de 10, ça ne fait que diffuser inutilement les atteintes à la réputation des gens, même si on dit qu'ils sont présumés innocents à chaque fois. Ça laisse des traces. Donc, il faut faire attention. Mais en même temps, il faut ne pas entendre trop peu de personnes et passer à côté des choses. Là, l'expérience fait qu'on arrive à être entre une certaine exhaustivité et cette minimisation. Comment on organise l'entretien? Alors, il y a d'abord le choix de la date et la manière dont on l'annonce. Je veille à ce que quelqu'un de l'entreprise, de l'équipe interne de l'entreprise, passe un coup de fil à la personne en disant, comme ça que je pratique, on va vous contacter, un avocat va vous contacter. Je pense qu'il est très déstabilisant et très stressant de recevoir un mail d'un avocat en disant j'ai été missionné pour une enquête interne, est-ce qu'on peut se rencontrer tel jour à telle heure? Voilà, je préfère un petit coup de fil préalable. On essaie de prendre les disponibilités des personnes si c'est possible. Si on est en déplacement et qu'on a une semaine sur place, on n'est plus contraint. On choisit une salle discrète. On va éviter l'open space. On m'a proposé ça, une personne qui me dit je ne peux pas aller à tel endroit, mais on peut se voir dans un café à côté. Non. Une salle discrète. La question de la ville peut se poser. J'ai eu un cas où on m'a dit n'allez pas à Nancy parce que tout le monde sait tout sur ce qui se passe, donc allez plutôt à Metz, par exemple. Bon, on a été à Metz, c'est pas très loin. Les gens se sont déplacés, mais ça se voyait moins. C'est une salle dans un hôtel, ça peut être au cabinet. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul avec la personne que j'auditionne. J'ai toujours quelqu'un de mon cabinet ou je suis en équipe avec quelqu'un de l'entreprise. J'ai pas envie qu'on puisse dire que j'ai fait pression sur la personne que j'auditionne. Et j'ai besoin intellectuellement de débriefer. J'ai besoin de savoir le ressenti de l'autre personne parce qu'on n'a pas le même ressenti sur les mêmes réponses, sur les mêmes attitudes. Dites si je suis trop long. Je rappelle évidemment, mais ça tu vas en parler je pense, le cadre, la mission, la méthode qui va être retenue, les droits et devoirs. Je dis si oui ou non on va prendre un procès verbal qui sera signé. Je le dis à la personne, voilà, tout ce que vous me dites, ben, je vais peut-être le retenir, l'utiliser dans un rapport. Si je veux citer quelqu'un de manière certaine, il faut qu'elle ait pu valider ses propos. Donc, dans ce cas-là, on prend en direct, je fais relire, j'ai une petite tablette pour m'éviter une imprimante, parce que les imprimantes d'hôtel, évidemment non. Donc, pour m'éviter une imprimante, j'ai une petite tablette Wacom, je fais signer en direct de manière numérique la personne. Ça peut être une simple note, sinon. On dit si ça va rester confidentiel et anonyme, si le rapport va donner les noms. En matière de harcèlement, beaucoup de gens ne veulent pas être cités, ils ont peur de mesures de rétorsion. Donc très bien, on pourra citer des morceaux de phrases, mais on ne va pas dire c'est un tel qui a dit que. Et je fais un tableau Excel. Je veux être sûr de ne pas me tromper, c'est-à-dire que je fais une colonne par personne et une ligne par fait, en gros. Et pour chaque fait, ça me permet de voir de manière très simple combien de personnes confirment ou infirment. Ça paraît vraiment simple et bête, mais quand vous faites le rapport, ça permet d'objectiviser les choses. Et j'ai besoin, moi, dans mon rapport, de convaincre souvent en premier mon client. Ah, vous exagérez quand même. C'est dur à entendre, c'est dur à lire certaines choses. Oui, mais écoutez, sur 15 personnes entendues, il y en a 12 qui ont dit qu'il y avait du harcèlement. 12, j'ai le chiffre. Ça, c'est clair. J'en ai X, Y, je peux donner des nombres, valoriser les choses. Donc ça me paraît très important. Après, la construction du rapport, vous l'avez dit, voilà, il faut que ce soit de manière très objective. Je mets des citations, je ne mets pas des citations nominatives sans l'accord des personnes et sans avoir fait relire leurs propos, sinon je ne me permettrai pas une telle chose. Et je veille à l'objectivité et à la retenue
des termes que j'utilise. Si le rapport est communiqué à la victime, ça peut arriver, si l'entreprise décide de le communiquer, et qu'on n'a pas retenu tout, ou c'est communiqué aux mises en cause, ça peut être très déstabilisant, très violent. On le sait, nos clients, quand ils reçoivent les conclusions de la partie adverse dans une procédure prud'homale, ils sont traumatisés par la lecture des arguments adverses. Le rapport, c'est la même chose, ça ne sert à rien de prendre des propos qui peuvent déstabiliser et fragiliser. Et on répond. Est-ce que c'est caractérisé? Oui, non. Quelle est l'ampleur? Oui, non, etc. Après, pour des questions de secret, c'est le dernier point, je vais peut-être faire 2 documents distincts. On voit qu'il y a de plus en plus une attente des autorités que je peux comprendre. On parlait avec Madame le professeur Friese-Roche tout à l'heure. Il faut entendre aussi les attentes des autorités qui nous délèguent une partie de leurs enquêtes, en réalité. Il y a une attente d'avoir accès à des rapports d'enquête. Et dans ce cas-là, les aspects de conseil pur, de responsabilité de l'entreprise ou des dirigeants, on peut les mettre dans un document à part. Nos préconisations, on peut les mettre dans un document à part qui ne sera pas facilement accessible aux autorités, mais qui permettra de préparer une stratégie judiciaire de manière sereine. Voilà, de manière un peu, désolé, un peu très, très rapide, les principales questions à se poser, mais il y en a encore des dizaines d'autres au cas par cas, et c'est très humain, c'est très riche et c'est absolument passionnant comme activité. Merci beaucoup. Retour d'expérience très clair, dont finalement on peut retenir, en tout cas pour ma part, je peux retenir qu'en fait la posture de l'avocat, vous évoquez en même temps votre client et la nécessaire, lorsqu'on est enquêteur ou en binôme dans le cadre d'une enquête, cette nécessaire posture d'impartialité. Donc qui demande encore une fois une grande finesse et redoutable, enfin une grande attention. Merci beaucoup, c'était très bien. Je vais donner la parole à Dorothée Evert. Vous êtes avocate au barreau de Paris depuis 2015. Vous exercez depuis 6 ans au sein des départements de droit pénal des affaires de cabinets internationaux, Paul Hastings, Herbert Smith, Freehill, avant de rejoindre un cabinet français et indépendant, le cabinet Visconti et Grudler, où vous avez été promu counsel. Depuis le début de votre exercice professionnel, vous êtes intervenu surtout dans le cadre d'enquêtes internes menées en parallèle de négociations avec des autorités de poursuite. En 2020, vous avez initié un groupe de travail composé de plusieurs avocats pénalistes, un groupe qui a publié un rapport en faveur de la protection des salariés et des dirigeants exposés dans le cadre d'une enquête interne. Ce rapport, vous l'avez remis en mars 2021. Et votre rapport a connu un cheminement intéressant puisque votre rapport et les conclusions de ce rapport ont été intégralement reprises dans un projet de loi déposé par les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, dans le cadre d'un projet de loi un projet de loi visant à la lutte contre la corruption déposé à l'Assemblée nationale le 19 octobre 2021. Vous intervenez aujourd'hui sur la pratique de l'avocat dans les enquêtes internes, en mettant l'accent précisément sur les droits des salariés et les droits des dirigeants mis en cause dans le cadre de ces enquêtes. Merci, bonjour. Je vais essayer effectivement de compléter les propos de William, qui était pourtant assez exhaustif sur ce sujet de pratique de l'avocat dans les enquêtes internes. Et je vais moi aussi revenir à cette première question qui nous est posée dans le titre de notre table ronde, qui est pourquoi l'avocat. Et pour moi, la première raison de la présence de l'avocat dans l'enquête interne, quand il mène l'enquête interne, c'est l'existence d'un véritable risque pénal qui est malheureusement adossé à, selon moi, la majorité des enquêtes internes. Et j'aimerais tout de suite déconstruire une idée qui, selon moi, est erronée. Alors, on n'est peut-être pas tous d'accord sur ce point. Selon moi, c'est une erreur de considérer que l'enquête interne est un outil de compliance. Je reste persuadée que la compliance et les actes qui visent à vérifier tout simplement qu'on est en conformité avec nos obligations, alors que dans le cas de l'enquête interne, il ne s'agit plus de prévenir, il s'agit de constater
de régler dans la mesure du possible, en tout cas de composer avec quelque chose de relativement précis, ça dépend des situations, mais qui est là et qui peut prendre différentes formes. Mais comme William le disait, dans la plupart des cas, dans ce qu'on appelle des enquêtes RH ou des alertes RH, les faits sont déjà susceptibles de constituer une infraction pénale en eux-mêmes. On a parlé de harcèlement, agression, ce genre de choses. Et évidemment, encore plus, davantage pour les enquêtes internes qui concernent des faits de corruption ou tout type d'infraction en réalité peuvent être visés. Donc l'avocat, pourquoi? Parce que tout simplement, quand il existe un risque pénal plus ou moins fort, l'avocat est quand même, à mon sens, le plus à même de vraiment envisager ce risque, de l'analyser, de l'aborder et de le limiter, autant pour la personne morale, qui peut être son client, que pour des personnes physiques, dont on reparlera peut-être effectivement tout à l'heure dans une autre table ronde et par moi, par la suite. Je pense que ce sujet de risque pénal dans l'enquête interne est particulièrement fort exacerbé dans certaines enquêtes internes. Il n'y a pas aujourd'hui de typologie d'enquête qui existe. Moi, j'aime beaucoup diviser en deux le type d'enquête, considérer qu'il y a d'un côté ce que j'appelle des enquêtes spontanées, mais je me rends compte que le terme devient de moins en moins adapté et qu'il y a peu de choses spontanées dans ces alertes, dans ces enquêtes, mais je mets dans cette catégorie tout ce qui concerne les alertes qui ont été, enfin les enquêtes, pardon, qui ont été déclenchées par des alertes, des dénonciations, des rumeurs. Je considère qu'elles sont spontanées dans la mesure où l'entreprise ou d'autres types d'entités d'ailleurs a une marge de manœuvre, je ne vais pas dire relativement grande, mais en tout cas pas trop limitée pour gérer ce sujet. Ce qui, dans le cas des alertes, est pas tout à fait correct. Mais en tout cas, je distingue cette catégorie-là des enquêtes qui sont menées en parallèle de négociations avec les autorités publiques, qu'elles soient françaises ou étrangères. Alors, c'est des enquêtes dont on a un peu parlé en introduction et pas tellement dans cette table ronde. C'est vrai que la majorité des enquêtes naissent plutôt avec des alertes. C'est ce cas de figure-là qu'on voit. Mais il existe donc cette autre catégorie dans laquelle le risque pénal est exacerbé, puisque concrètement, d'une manière ou d'une autre, une autorité de poursuite vous explique à vous, entreprise, qu'elle a des raisons de penser qu'une infraction ou plusieurs infractions auraient pu être commises au sein de votre entité et qu'elle-même aimerait se saisir de ce sujet et que pour éventuellement arriver à une négociation ou un accord, la CJIP avec le droit français et d'autres types d'accords qui existent depuis plus longtemps avec des autorités étrangères, en particulier américaines et anglaises évidemment, pour arriver donc à cet accord, l'autorité souhaiterait, c'est dit de manière plus ou moins directe, plus ou moins subtile, qu'une enquête interne soit mise en place. Et donc en pratique, dans ce type d'enquête, on est évidemment, donc je l'ai déjà dit, dans un cas où le risque pénal, autant pour la société lorsque ces négociations n'aboutissent pas, que pour les personnes physiques qui risquent de se voir poursuivre dans quasiment tous les cas, est fort et exacerbé. Alors quand en pratique on mène ce type d'enquête ou alors on se retrouve à participer à ce type d'enquête, le cadre est assez différent. Et ironiquement, il est quelque part plus protecteur et plus confortable dans certains cas que lorsqu'on est totalement libre de mener l'enquête comme on le souhaite après un soupçon ou une dénonciation ou une rumeur. C'est vrai qu'il y a une sorte de cadre préétabli, encore une fois plus ou moins officiellement ou de manière plus ou moins prononcée par ou avec les autorités avec lesquelles la société négocie. Donc c'est un cadre, quand je dis plus établi ou plus confortable, disons que le but est affiché. Les actes sont parfois discutés ou déterminés. William parlait de choix, d'organisation, de personnes à entendre, comment convoquer, dans quel ordre procéder à ces différents actes, collecte de données. Voilà, là, quand on est dans ces enquêtes de négociation avec des autorités publiques, souvent, le calendrier est plus fixé. Et également, en termes de droit,
et c'est normal parce que c'est proportionnel au risque qui est exacerbé, les droits de la défense sont en général, et c'est une bonne chose, peut-être un peu plus mis en avant. C'est-à-dire que c'est des enquêtes dans lesquelles on constate généralement la présence presque automatique d'avocats de la défense pour les personnes mises en cause. C'est des enquêtes dans lesquelles l'accès au dossier est peut-être un peu plus automatisé. Ou pour donner un autre exemple, William évoquait des quasi-procès-verbaux qui sont faits, ce que je trouve être une excellente chose, mais qui n'est pas toujours le cas en pratique. Et les clients sociétés sont d'ailleurs plutôt réfractaires à l'idée d'avoir ce type de procès-verbal, ou en tout cas à ce qu'il soit signé et remis aux personnes entendues. Voilà, c'est généralement une pratique qui est en revanche assez courante dans les enquêtes qui sont faites en négociation avec les autorités de poursuite. Une deuxième raison, selon moi, de la raison pour laquelle l'avocat doit mener l'enquête, ou en tout cas peut la mener de manière efficace, c'est que c'est celui qui est le plus à même, à mon sens, de garantir les droits de la défense des différents intervenants, donc en particulier évidemment des mis en cause. J'ai bien conscience que dans quelques minutes, un sujet sera consacré spécifiquement à ce point. Il y a toute une question évidemment de la façon dont les avocats des mis en cause interviennent et de leurs actions. Mais je reste convaincue que c'est également à l'avocat qui mène l'enquête de porter ce sujet, parce que finalement, c'est lui, et avec la société, hein, bien évidemment, qui décide aujourd'hui, en l'absence d'obligation légale, des garanties qui seront imposées. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, c'est-à-dire que le cas de figure classique où vous suggérez à votre client entreprise de proposer à un mis en cause qui va être entendu d'être accompagné d'un avocat. Le cas de figure classique, c'est votre client qui vous demande si c'est obligatoire. Et aujourd'hui, dans la loi, ce n'est pas obligatoire. Donc, le client a souvent envie de dire, si ce n'est pas obligatoire, que ça va mettre tout le monde mal à l'aise et qu'effectivement, il y aura cette pression énorme, ce traumatisme un peu de prendre un avocat. C'est très clairement quelque chose que les entreprises ont parfois envie d'éviter pour, ironiquement, protéger aussi leurs dirigeants, salariés, les personnes qui sont potentiellement mises en cause et entendues. Donc, c'était quelque chose d'assez difficile à aborder. Et je pense que l'avocat est assez bien placé pour dialoguer avec son client sur ce sujet. À la fois, donc, d'estimer si c'est nécessaire d'avoir un avocat qui intervient pour le mis en cause, et aussi voilà, d'expliquer à l'entreprise dans les différents cas précis pourquoi ce serait souhaitable, pourquoi il doit réaliser un rapport solide qui ne sera pas attaquable, pourquoi le fait d'accorder des droits de la défense solidifie le rapport, et peut-être aussi parfois de proposer des solutions alternatives un peu plus créatives. Alors, ce n'est pas de la créativité extrême, mais c'est vrai que face à un refus net d'une société à vouloir proposer qu'un mis en cause entendu soit accompagné d'un avocat, on peut suggérer qu'il soit à minima accompagné d'une personne tierce qui serait pas un avocat. De la même manière, si une société n'entend pas mettre à la disposition d'une personne qui va être entendue et potentiellement mise en cause les éléments du dossier, des emails, des documents qui pourraient le concerner, on peut envisager des cas de figure alternatifs. Par exemple, convoquer la personne en vue de son audition ou de son entretien, quel que soit le nom qu'on lui donne, et avant de poser des questions, de le laisser seul 1 heure pour prendre connaissance des documents, ce qui peut éviter les craintes d'envoi de pièces, de destruction de pièces, de stratégies ajustées, tout en garantissant un certain type de droit de la défense. Je pense que c'est essentiel en ce sens-là. Et mon dernier point sur la raison pour laquelle je pense que la présence de l'avocat est importante en pratique pour mener ces enquêtes rejoint un sujet qui a été évoqué par William, qui est la multiplicité des sources qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il n'y a pas, à mon sens, de véritable cadre législatif qui encadre les enquêtes internes,
il est évident qu'il y a en droit souple, hein, comme on le dit, des recommandations, des bonnes pratiques et même de plus en plus, qu'il est parfois un peu difficile de compiler ou de distinguer, c'est-à-dire de savoir exactement quelle recommandation est pertinente, quelle bonne pratique je vais appliquer dans mon enquête. Et pour finir, peut-être un outil, un point pratique que personnellement je trouve très utile, c'est d'avoir, quand on mène une enquête, une sorte de panorama qui peut prendre la forme que vous le souhaitez. Un tableau peut être assez utile. Une sorte de panorama de tout ce qui existe en termes d'obligations souples comme dures, étape par étape, c'est-à-dire vraiment acte par acte, pas par pas dans l'enquête, ce qui permet en fait à chaque étape de l'enquête, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on déroule les choses, de s'interroger sur les droits et les garanties qui doivent être accordés, sur les meilleures pratiques à mettre en place et d'expliquer à chaque étape à son client, la société, voilà, les différentes choses qui peuvent exister et ce qui paraît le plus pertinent dans son cas précis. Merci beaucoup, Dorothée, de cette brillante intervention, dont on retiendra effectivement la pertinence de ce panorama que vous avez évoqué en conclusion et qui suppose aussi une connaissance effectivement comparative des garanties procédurales. En tout cas, merci, c'était très clair. Je donne la parole à notre dernier intervenant et je vais présenter préalablement Uriel Goldberg. Vous êtes diplômé d'expertise comptable et expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris. Vous avez débuté votre carrière professionnelle au sein du cabinet Arthur Andersen et avez occupé par la suite des fonctions d'expertise comptable et financière à Paris, New York, avant de rejoindre le parquet national financier. Dans les fonctions que vous occupiez au parquet national financier, vous avez particulièrement participé à des enquêtes complexes de grande envergure, qui ont été rappelées tout à l'heure par M. Bonnart, impliquant des sociétés multinationales, et vous avez pris part en tant qu'expert aux négociations des principales conventions judiciaires d'intérêt public menées par le PNF. Vous avez rejoint Forensic Risk Alliance, ou FRA, en 2021, après avoir donc passé 5 ans au parquet national financier. Vous êtes actuellement directeur du bureau financier de Forensic Risk Alliance, cabinet spécialisé dans les enquêtes internes et dans les revues de programmes de conformité. Vous avez près de 30 ans d'expérience professionnelle à divers postes, comptables et financiers, à l'occasion desquels vous avez acquis une expertise approfondie en matière de contrôle et de mise en place de procédures, ainsi qu'une compétence particulière relative aux enquêtes en délinquance financière. Vous allez intervenir aujourd'hui sur la collecte et le traitement des données et dans les enquêtes internes et aussi sur le calcul des préjudices. Merci beaucoup. Merci au Conseil national des barreaux pour l'invitation. Merci Mathieu. Merci Laurence. Je vais être relativement concis, et ceci pour 12 raisons. La première étant que personne ne deviendra ni expert comptable, ni forensique, ni expert de data en 15 minutes, pas plus que moi, je ne serai avocat en 2 jours, voire même en 20 ans. Mais par contre, ce que je peux faire dans le temps imparti, c'est vous expliquer ou vous présenter dans quelle situation le recours à un tiers extérieur, donc du chiffre, peut être utile, dans quel type de soutien ce même expert quel type de soutien il peut vous apporter, et aussi les meilleures pratiques constatées dans la façon de travailler ensemble lorsque le cas est utile. Alors déjà, vu de notre fenêtre en tant que personne du chiffre, voilà, ce qui est une enquête interne, c'est pas un audit. Il ne s'agit pas de certifier les comptes, voir leur fidélité, leur sincérité. C'est pas ça du tout. C'est même pas de revoir les risques, une revue du risque. C'est de la compliance, c'est de la conformité. Ça peut être intéressant pour la remédiation ultérieurement, mais dans le cadre de l'enquête, non. Ça va être de vérifier la réalité, de confirmer ou d'infirmer
la réalité des allégations ou des suspicions qui ont initié l'enquête. Éventuellement, dans un cadre, une étape ultérieure, c'est d'évaluer le préjudice ou l'avantage retiré si on rentre dans le cadre d'une CJ. Donc, sur l'enquête elle-même, on est dans un cadre effectivement nouveau depuis quelques années, mais c'est pas près de changer, dans un environnement extrêmement numérique. Auparavant, aussi bien une enquête qu'une enquête judiciaire, c'était une saisie de 3 armoires, quelques caisses dans un hangar en province. Et en termes de sécurité, de transfert de données, bon, c'était très cantonné. Aujourd'hui, ça va peut-être être un ordinateur, mais surtout un serveur dont on ne connaît pas exactement la localisation, donc on ne connaît pas exactement ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si on a tout, donc on peut être pour ou contre, mais c'est la réalité à laquelle on est confronté. Donc cet environnement numérique amène des contraintes, également apporte quelques gages de sécurité, si c'est bien mené. Les contraintes, elles sont évidemment techniques, je viens de les nommer, du volume, hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on a des mails, des pièces jointes, des datas comptables, on peut avoir même des enregistrements. Donc vraiment un champ extrêmement large, sachant que si on est dans un cas où en parallèle, il peut y avoir une enquête judiciaire, c'est autant de données qui seront susceptibles d'être saisies par les autorités judiciaires. Donc on ne choisit pas de se limiter en amont à des tableaux Excel ou juste des mails. On peut avoir effectivement des enregistrements, on peut avoir tout un ensemble de choses. La localisation, évidemment, est primordiale. Et donc là, c'est ma deuxième catégorie de contraintes. Mais là, je parle à des spécialistes, les contraintes légales. Vous l'avez évoqué, et je pense que vous l'évoquerez plusieurs fois pendant ces 2 jours, legal privilege, le secret professionnel, évidemment, comment on traite ces données, les contraintes de RGPD, évidemment. Et encore, là, on est dans un cas assez rare, mais qui existe effectivement, notamment dans les cas de harcèlement, mais dans les cas de corruption, on est dans des cas quasiment tout le temps de situation internationale. Et donc, évidemment, le droit français ne s'applique, n'est qu'un des éléments. Donc, autant de contraintes liées directement à un environnement numérique, c'est-à-dire que les datas, le cas fait que on a ces contraintes et techniques et légales extrêmement lourdes. En revanche, on a quand même un gage de sécurité. C'est-à-dire que pour le coup, si la méthode de traitement de ces données, de l'enquête, évidemment, parce que nous, en tant que chiffre, on va travailler sous la direction, en complément, en soutien des hommes et femmes du droit. Si c'est bien mené, on a une sécurité qui tient potentiellement à une revue relativement exhaustive du champ, si on arrive bien à localiser les datas. On peut réduire au mieux le temps d'enquête. Parce qu'évidemment, on a un volume de données qui fait que on pourrait passer plusieurs vies à éplucher chaque data, ce qui est évidemment pas possible. Mais si l'enquête est bien menée, si elle est bien circonscrite, on peut le mener dans un temps relativement réduit, ce qui a un intérêt pour la victime, pour le mis en cause, parce que vous avez attiré l'attention sur le fait que si les faits ne sont pas avérés, le mis en cause devient dans un sens potentiellement victime. Et puis évidemment, l'intérêt social de la société. Donc le facteur temps est absolument primordial, et le facteur méthode est également primordial, et le fait qu'on soit dans un cadre numérique est un gage de sécurité, c'est-à-dire que si la méthode, si l'enquête est bien menée, elle peut être présentée devant un parquet et reconnue, je veux dire, pour la qualité, pour son sérieux, pour son objectivité, ce qui également permet de, dans un cas d'une CJIP, mais plus généralement, mais en particulier dans un cas d'une CJIP, de raccourcir le temps pendant lequel on a tout le monde, la victime, le mis en cause ou la personne morale, a cette épée de Damoclès sur la tête.
Donc ça, c'était pour le cadre, je veux dire, l'environnement. Pour traiter plus précisément de l'enquête et des collectes d'informations, William, vous l'avez mis en évidence, un point absolument primordial, c'est le périmètre. De quel pays on parle, de quelle durée. Alors évidemment, c'est extrêmement complexe parce que tout ça, en général, on l'a très précisément, mais à la fin. Donc, comme vous êtes avocat et moi, l'homme du chiffre, mais personne n'est ici n'est devin, donc forcément, il va y avoir un aspect un peu itératif. C'est-à-dire qu'au début, on va partir de quelque chose d'assez flou, qui va partir soit d'une ordonnance, soit d'une alerte. Mais évidemment, en fonction de l'avancée de l'enquête, ceci est obligé d'être vraiment un phénomène itératif qui va repréciser ces éléments de contexte. Mais en même temps, il est très important de passer le temps, vous parlez d'une lettre de mission, mais effectivement, de bien cadrer ça, parce que, typiquement, l'effet temps, l'effet, l'impact, quelle méthode, quel droit, ça dépend très précisément de cette première chose. Nous, excusez-moi, dernier point, au-delà du périmètre géographique et du temps, vous avez parlé des entretiens et de l'accès aux données, ça va dépendre énormément de l'aspect confidentiel en interne. On n'est pas du tout dans le même cas quand il y a une enquête qui a été initiée par un lanceur d'alerte qui a immédiatement été voir la presse, auquel cas tout le monde est au courant qu'il y a une enquête et personne n'est étonné qu'il y ait des personnes de l'extérieur qui viennent interviewer, qui viennent chercher des datas et demander des explications dessus. On est dans un cadre tout à fait différent. Quand le lanceur d'alerte, voire la justice, est en dessous du radar médiatique, auquel cas, votre intervention et a fortiori la nôtre est soumise à des contraintes supplémentaires. On ne peut pas rentrer dans n'importe quel bureau en disant « je viens de la part d'eux, je fais… » Donc, c'est un élément réellement à prendre en compte qui évolue. On peut faire évidemment signer des NDA à chacun, mais un secret, c'est ce qui se dit à tout le monde, mais un par un. Mais malgré tout, dans une société, et a fortiori dans une société cotée, les risques sont lourds, plus les risques humains et personnels, des personnes mises en cause ou des victimes. Une fois que ces éléments de contexte fixés, nous, on va avoir 3 types d'informations. On pense toujours aux chiffres et aux tableaux. Mais en amont, idéalement, si c'est possible, on va quand même avoir recours à des entretiens pour avoir des éléments de contexte, soit techniques, soit de validation. Quelles sont les procédures, où sont les datas, comment on y a accès. Je parle dans le cas où, évidemment, c'est possible, où on a accès à un grand nombre de personnes et où l'aspect confidentiel existe, puisqu'il existe toujours, mais nous permet de faire ceci. Donc, ça, c'est un préalable. Le deuxième type d'information, de data qu'on va avoir, c'est ce que nous, on appelle des data non structurées, ce que souvent les avocats appellent des revues documentaires. C'est des milliers de mails, c'est parfois des millions de mails, dès qu'on parle de plusieurs filiales, de plusieurs mises en cause, parfois maintenant de nombreuses années. Et donc, la revue une par une est strictement impossible. Il s'agit pour nous de fournir à l'avocat quelque chose qui va être, avec un travail itératif et complémentaire, par un système de mots-clés, par un système éventuellement d'intelligence artificielle, de passer d'un nombre tout à fait non traitable à un nombre traitable qui permet d'avoir une revue au moins de deuxième niveau, plus rapide que de reprendre les choses une par une. Déjà, il y a des aspects même techniques qu'on peut faire au début, c'est d'éviter des doublons. Parce qu'en général, tout mail a la chaîne des mails derrière. Évidemment, n'avoir que le mail qui permet d'avoir juste toute la chaîne et éviter tous les doublons et un gain de temps et un gain d'efficacité pour tout le monde. L'objectif, en général pour l'avocat et pour nous, c'est évidemment de comprendre, avoir des éléments de contexte, préciser les mots-clés qu'on va utiliser ensuite, par exemple, pour identifier, dans le point que je vais aborder immédiatement,
sur les données structurées, les transactions à risque. Mais c'est également, ça va permettre d'identifier le circuit de décision concret, pas abstrait, pas celui qu'on peut trouver dans les process théoriques, et idéalement, potentiellement, d'identifier les responsabilités. Donc, en général, ce travail donc, est technique et d'identification, et technique, purement data, et d'identification des mails pertinents, puisqu'il s'agit relativement de mails, mais évidemment tout ce qui est pièces attachées. On va s'en servir à ces fins-là. Le point, en général, quand on a fait du droit, c'est qu'on n'aimait pas les chiffres. Mais pas de bol, quand on travaille en droit pénal des affaires, parfois il y en a, et plus on avance vers la fin, plus on a. Alors, pas que dans les CGIP, mais a fortiori dans les CGIP. Donc, j'aborde maintenant le sujet qui me tient souvent à cœur, c'est évidemment les données structurées, les data. Donc là, on parle pas des tableaux Excel, on parle vraiment de. Vous avez parlé de ça évidemment, mais on parle vraiment de la donnée, donc c'est des ERP, des data vraiment qui sont dans les serveurs, donc avec toujours le problème légal. Donc nous, comment on va les traiter? Il va y avoir deux aspects. Déjà, définir de quel périmètre on va parler. Donc ça, c'est un phénomène d'entonnoir, hein, c'est en fonction de ce qu'on a défini au début, quel type de données comptables on va prendre, quel périmètre, quelle filiale, quelles sont les filiales holding, quelles sont les filiales réelles, est-ce que c'est réel? Donc ça, c'est mon deuxième point. On va s'assurer de l'intégrité, de l'exhaustivité, de la fiabilité des données transmises. Parce que ça ne sert à rien pour nous de s'appuyer dessus si derrière, soit par un parti, soit par un service d'enquête, soit par un parquet, et si on a attaqué en disant non, vous n'avez pris qu'une partie de la data. Donc, un des éléments cruciaux, c'est déjà s'assurer, sans refaire la compta, sans s'assurer, on n'est pas du tout dans un élément d'audit, même si c'est parfois les mêmes techniques qu'on va utiliser, on va surtout voir que la base est fiable. Et là-dessus, en fonction des éléments qu'on a recueillis dans les entretiens et dans les données non structurées, on va pouvoir identifier les transactions à risque et derrière s'assurer qu'on peut obtenir. Mais alors évidemment, là je parle d'un cas générique d'enquête, mais toutes les enquêtes ne vont pas jusque-là, hein, évidemment. Il va s'agir de vérifier que les pièces justificatives sont cohérentes par rapport à ce qui est écrit, puisque c'est tout l'objectif, c'est d'avoir des faits étayés qui permettent de confirmer ou d'infirmer. Donc, s'appuyer juste sur des mails, juste sur de la compta, il y a un moment où il y a une étape d'après, soit par sondage, soit de manière exhaustive, ça va dépendre du contexte, est tout à fait indispensable. Dans la minute qui me reste, je vais aborder la question de l'avantage retiré du manquement ou le préjudice au cas par cas, mais je vais plutôt prendre celui-là. Vous avez remarqué que les lignes directrices du PNF sont beaucoup plus light, pour parler comme M. Bonnert, que l'US Guidelines. On est dans un cadre… Alors, tout le monde s'en plaint quand on est dedans, mais en même temps, ça donne une grande liberté d'interprétation, ça donne aussi une grande liberté au cas par cas. Il avait le chapeau de ces nouvelles guidelines, c'était transparence, prévisibilité, visibilité. Et je pense qu'effectivement, ça a donné une aide sans pour autant complètement contraindre la méthode de calcul. Je dis ça parce que la méthode de calcul va entièrement dépendre de tout ce qu'on a recueilli auparavant. Donc, avoir surmonté les aspects techniques, les aspects légaux, à partir des données non structurées, avoir identifié les transactions à risque, ensuite pièces justificatives. Tout ça va permettre d'identifier un élément, un corpus de data qui va permettre de donner c'est les mots exacts du PNF, des éléments clairs, étayés, fiable par donc tout ça pour éclaircir le PNF, éclairer le PNF sur le contenu de ce qui a permis de faire le calcul,
par des éléments donc comptables, étayés par des éléments comptables et non comptables. Tout ça résultant. Donc, en fait, on raconte vraiment une histoire entre la saisie par l'avocat de nos services, si on peut dire, et voilà le type de soutien qu'on apporte depuis l'origine, donc par un soutien et technique et extrêmement pragmatique, jusqu'au calcul des avantages retirés des manquements, si on arrive jusque-là, pour arriver devant le parquetier, si le cas échéant, avec quelque chose qui puisse ne pas être mis en cause, accepté, et de manière à faire gagner du temps et aux services d'enquête de fait, mais surtout aux mises en cause et à la personne morale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Uriel, de cette intervention. Y a-t-il des questions dans la salle? Y a-t-il des questions? Parce que je crois qu'on a commencé avec un peu de retard. Il y a une autre table ronde. Ah oui. Oui, bonjour, Magali Marchesso-Lucas, je suis avocate au cabinet Avocadour à Pau et j'ai récemment fait une enquête interne, donc je vous remercie de toutes vos interventions brillantes. Et je voulais savoir votre pratique, parce qu'on est dans un jeu d'équilibriste quand on interroge le mis en cause, qui a besoin de savoir de qui on parle et de quoi on l'accuse, et surtout qui l'accuse finalement, et comment on fait pour garantir l'anonymat du ou des lanceurs d'alerte, tout en garantissant les droits de la défense du mis en cause qui veut savoir qui est à l'origine de cette accusation. Et c'est vrai que j'ai trouvé que cet exercice était quand même extrêmement délicat. Donc moi, si à aucun moment, évidemment, je ne donne de nom des personnes qui sont victimes ou lanceurs d'alerte ou témoins et qui ont demandé également l'anonymat, comment faire finalement quand on est face à ce mis en cause qui veut absolument savoir qui l'a accusé et pourquoi il est là. J'ai peut-être une réponse. D'abord, je distinguerai la victime du lanceur d'alerte. Dans la 99% des cas, j'exagère à peine, ça va être la victime qui va déposer l'alerte. Mais on n'est pas obligé pour enquêter de le dire. C'est-à-dire qu'on va, et on doit préserver la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte. Donc on peut savoir soi-même que c'est la victime qui a déposé l'alerte, mais on n'est pas obligé de le dire aux mises en cause. En revanche, il faut bien l'interroger concrètement sur des faits. Est-ce que vous avez ou pas eu un comportement inadapté avec telle ou telle personne? Est-ce que vous avez fait ça tel jour à telle heure? Bon, donc le nom de la victime potentielle va être évoqué, mais on n'est pas obligé de dire qu'elle a déposé l'alerte. L'alerte pourrait venir d'un collègue, de quelqu'un d'autre. Je n'irai pas jusqu'à dévoiler ça. Et je n'ai jamais eu l'utilité dans ma pratique de le faire. En revanche, donner le nom de la victime, il faut bien qu'on interroge les personnes et il faut bien qu'on le dise. Voilà. Après, des témoins, c'est autre chose. Il peut y avoir des personnes qui acceptent de témoigner si on ne donne pas leur nom, donc il faut jongler quelquefois, c'est plus délicat. Je trouve ça assez inconfortable. Voilà. Mais le nom de la victime, il faut bien en parler, sinon le mis en cause ne sait pas pourquoi il est là et il ne pourra pas répondre. Si. Y a-t-il des questions en ligne? S'il n'y a pas de questions en ligne, nous allons laisser la parole à Madame la professeure, Madame Marianne Frison-Roche. Y a-t-il, j'ai pas accès aux questions éventuelles en ligne. Hein? Il n'y a pas de questions? Si? Voilà. J'ai l'impression que c'est une longue question. Oula, voilà, je n'aurais pas dû. Bonjour. Oh là là. Oui, je vais en prendre une. Voilà. Quid de l'articulation entre enquête interne et enquête pénale? C'est une des questions. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a au total 6 questions. Il y a une des questions. Ensuite, autre question, cette judiciarisation de la procédure d'enquête du fait d'un signalement donne-t-elle vraiment confiance aux lanceurs d'alerte? Enfin, autre question, faut-il vraiment singer la procédure pénale au sein d'une entreprise avec des interlocuteurs qui ne présentent pas les mêmes garanties qu'un magistrat?
Troisième question. Est-ce que vous voulez que je les lise toutes ou... Allez. Quatrième question. Comment l'enquêteur pourrait-il être l'avocat habituel de l'employeur? En général, ce n'est pas le cas. Hein. Comment l'enquêteur pourrait-il être l'avocat habituel de l'employeur sans compromettre d'emblée son indépendance? Et enfin, bonjour, je comprends le besoin dans certains cas de respecter l'anonymat, mais comment traiter une alerte de type harcèlement de manière anonyme sans que soit évoquée la situation, les témoins, les auteurs et victimes présumées? Ça répond un peu à la question que vous aviez posée. Voilà, c'est 4-5 questions qui veut répondre. Peut-être sur l'enquête pénale, il y a un élément que je n'ai pas dit. Alors, on a parlé beaucoup de l'enquête pénale et de l'articulation, mais il y a un élément que je n'ai pas dit, c'est sur l'entretien avec le mis en cause. Idéalement, on doit évidemment rencontrer le mis en cause. Mais s'il y a une enquête pénale ou si on pense qu'il va y en avoir une, il ne faut surtout pas mettre en péril l'enquête qui aura lieu. Et donc là, ça va être une exception. On va rencontrer des témoins, on va rencontrer des victimes, on va établir un dossier, on va éventuellement déposer plainte. Mais sinon, on peut empêcher les enquêteurs de prendre en flagrant délit l'auteur d'une infraction. Et donc là, on va faire attention à ne pas ébruiter auprès des auteurs potentiels l'existence de l'enquête interne qui devra s'arrêter au moment où commencera l'enquête pénale. Il y a au moins cette articulation à prévoir. Voilà le point sur lequel je voulais réagir. Il y avait tellement de questions que je les ai... Si je peux ajouter, tout en ne s'auto-incriminant pas ou en n'aggravant pas le problème. Oui. Donc là, c'est parfois deux logiques un peu contradictoires ou complexes en tout cas. Merci. Donc, je vais vous donner la parole, Madame le professeur, la synthèse de notre première table ronde. Ah, très bien. Bonjour, Julia Katlama, je suis avocate à Paris. J'ai une question par rapport aux lanceurs d'alerte, aux alertes anonymes, et pour le coup, l'articulation avec l'enquête interne. Donc, on a entendu qu'effectivement, ça ne préjudiciait pas d'une enquête possible à l'intérieur de l'entreprise. Néanmoins, ça pose quand même des difficultés. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème? Ouais, je pense que ça ne fait pas vraiment de différence. Moi, je pense que le problème, la seule difficulté, je dirais, pratique d'un lanceur d'alerte anonyme, c'est qu'on a du mal à discuter avec lui. Alors, quand on a des plateformes, ça peut permettre de faire un canal, ça s'organise. Mais parfois, vous avez des lanceurs d'alerte qui créent une adresse Hotmail ou équivalent juste pour le besoin de lancer l'alerte, qui après la clôture, on ne l'utilise plus. Et donc, vous ne pouvez pas engager de conversation même à travers un avocat ou une plateforme. Et donc, ça rend parfois l'enquête très difficile à réaliser, voire impossible. Donc, il y a des cas où effectivement, on peut être amené, nous, ça m'arrive, où on clôture d'entrée une enquête parce que une situation qui est très large. Il y a un problème en Amérique du Sud, oui, merci. Mais lequel? Non, mais c'est effectivement, donc nous, on les recense, on a un tableau qu'on communique au comité d'audit chaque année et on donne l'indication pourquoi on n'a pas investigué. Merci, Madame Frison-Roche. Merci beaucoup. Ben, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai écouté et ce que j'ai retenu, c'est un peu ce qui est sorti des questions aussi. Et ce que je vois ou j'entends, c'est qu'on a affaire à un écosystème où tout se tient. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises se sont structurées avec des systèmes d'alerte, des lanceurs d'alerte, ensuite des enquêtes, soit spontanées, soit guidées, soit tenues de main de fer quand même, d'après ce que je comprends, par le parquet, un parquet qui s'entend très très bien avec le juge qui vient, et puis que comme les êtres humains, eux, ne sont pas à ce point segmentés, eh bien, quand même c'est spontané, on sait qu'à la fin, ça va éventuellement finir soit par un licenciement, qui est un peu comme une sanction, soit devant un parquet qui sait déjà qu'il aura le soutien de validité et de validation par le juge. Donc, quand même, on circule dans le temps. C'est ça que j'ai entendu très bien, parce que justement, c'est la pratique qui nous explique ça. Et que donc, eh ben, c'est quand même un écosystème, parce que le législateur aussi, il a pensé ça, comme un écosystème. Donc, j'ai été étonnée, moi, parce qu'au début,
je me dis, c'est une journée sur l'enquête interne. Et je n'entends parler dans les 2 premières interventions du procureur et du juge que de la convention judiciaire d'intérêt public. Je me suis dit, mais je me suis trompée de journée. Mais non, parce que effectivement, la convention judiciaire d'intérêt public, elle repose sur quoi? Mais elle repose entièrement sur les enquêtes internes. Et je me suis dit, mais alors, demain, je suis tout à fait sûre qu'on me parlera beaucoup des enquêtes internes. Donc en fait, tout ça, c'est exactement la même chose. Ah oui, mais vous l'avez dit très bien. Quand on est dans l'année N, où on est là déjà, dans des sanctions, dans des amendes, dans des engagements, là, il y a des droits de la défense. Mais quand on est dans des enquêtes internes, soi-disant spontanées, ah ben là, il n'y en a pas. Oui, mais quand on est dans un spontané, déjà, on sait très bien que, par anticipation, va y avoir des sanctions. Oui, mais il n'y a pas de droit de la défense. Moi, je me souviens du titre. Le titre, c'est « Droit de la défense ». Et droit de la défense, pour le moment, on ne m'en parle pas. On me dit, mais non, on ne va pas vous en parler, parce que ce sera plus tard. Ça viendra plus tard, oui, mais dès maintenant, c'est comme, vous savez, les fiancés juste avant le mariage. On pense déjà quand même à la nuit de noces. Et là, bon, ben, je me suis dit, dans l'écosystème, il y a forcément quelque chose qui procéduralement, et William Faugère a bien dit, il a employé le terme d'impartialité, c'est-à-dire déjà le vocabulaire du jugement. Et les écosystèmes, c'est fait quand même pour qu'il y ait des êtres humains, que ça ne repose pas que sur des machines, même si c'est vrai qu'il s'agit de collecter et de traiter des données. Monsieur Goldberg, il y en a très bien parlé sur une culture de façon de les obtenir, et le vocabulaire n'était pas le même, hein. C'est-à-dire que M. Goldberg a très bien parlé de l'objectivité, pendant que Maître Faugère parlait d'impartialité. Objectivité, impartialité, ça ne donne pas la même chose, hein, du point de vue procédural. Et puis là, j'ai vu que vraiment ce qui me frappe, c'est qu'à plusieurs moments du processus, eh bien, nous n'avons pas du tout la même chose, parce que l'on va à chaque fois remonter dans le temps. Soit on remonte vers le passé, soit on anticipe vers le futur, avec ce dont Monsieur Catherine a très bien parlé, c'est-à-dire la violence potentielle des instruments en apparence qui sont si calmes. Ah bah si en plus j'ai de l'écho, bon, écoutez, moi je peux discuter avec moi-même et je dirais, mais oui, Madame Trésoroche, vous avez tout à fait raison, on est déjà 2 à penser pareil. Bon, donc alors, en parlant avec moi-même et donc avec mon soutien, je vais pouvoir dire sans problème, mais j'ai aussi Monsieur Catherine que je peux citer, c'est qu'il a dit que dès le départ, dans les enquêtes internes, ben, il y a déjà la sanction. Certes, pas pour tout le monde, mais enfin, ceux qui vont se prendre une sanction par la suite, eux, ça les concerne directement. Et ça, il me semble que ça change tout. Monsieur Goldberg, vous qui connaissez tout à la technique, est-ce que vous pourriez m'ôter mon miroir sonore? Ah, c'est dommage. Et justement, j'ai bien noté ce que vous avez dit. Personne n'est devin. Et moi, je me suis dit, si c'était moi sur lequel on fasse une enquête interne, ou si c'est moi que l'on met en cause, eh bien, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui soit devin. Parce que quand ensuite, je serai soit mandataire condamné par l'autorité des marchés financiers, soit poursuivi par le parquet, et qu'on me dit, tenez, voilà toutes les preuves, voilà les données, et maintenant on s'en prévaut parce que ça a été recueilli avec une parfaite objectivité et sans avocat, je me dis, mais donnez-moi un devin. Donnez-moi un devin, ça s'appelle les droits de la défense. Et là, je trouve quand même que je demande au droit de l'anticipation. Et là, je me dis quand même qu'il y a dans cet écosystème, disons, des choses à perfectionner. Des choses à perfectionner parce que non seulement, il faut qu'on prenne acte que la compliance, et on ne pourra pas dire que je suis ennemi du droit de la compliance. Le droit de la compliance, c'est cet écosystème qui permet d'anticiper, toujours anticiper, prévenir, détective, guérir, les remèdes sont une chose essentielle. Il faut quand même prendre acte qu'on fait des choses maintenant pour aller vers le futur. On va tout de suite réenchaîner sur la deuxième table ronde et je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup.